Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h35 sur Sud Radio. Vous pouvez continuer de jouer jusqu'à 9h pour aller au parc Astérix avec nuit d'hôtel, dîner, petit déjeuner. Les entrées dans ce parc Astérix qui est aux portes de Paris, côté nord. Il y a énormément d'attractions, des sensations fortes, des grands spectacles, etc. 50 attractions. 7 20 18 par SMS. Vous envoyez Sud, 7 20 18 par SMS, Sud, et vous pourrez peut-être gagner ce matin. En tout cas, il y a ce tirage au sort qui va avoir lieu dans quelques minutes à 9h. Donc allez-y, envoyez Sud au 7 20 18 par SMS. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'un des sujets. Non, c'est l'un des sujets du jour. Françoise de Gois en a parlé ce matin avec ce sondage de nos confrères de Doxa qui le place à 16%. C'est-à-dire qu'il n'avait été quasiment jamais aussi haut à un an de la présidentielle. Bon, on va réagir sur ce sujet. Sur quoi vous voulez réagir au 0826 300 300? Est-ce que vous pensez que le pape a raison de lancer cet appel face à l'IA? Alors il dit il faut désarmer l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est possible déjà? Parce que le progrès, évidemment, partout dans le monde, on est dans le progrès, dans la recherche, et on avance de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Alors est-ce qu'il faut la désarmer? Est-ce qu'il faut mieux la contrôler? Enfin, là aussi j'aimerais vous entendre. Et puis comment vous vous adaptez aussi face à ces fortes chaleurs? Est-ce qu'on a raison de pousser l'électrification en France, puisqu'il va y avoir un grand plan de lancer ce matin l'équipe de France de l'électrification. Alors après, c'est de la communication d'Emmanuel Macron, bien sûr, il aime bien ça, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il faut choisir, quoi? On avait mis entre parenthèses le nucléaire, on le relance depuis quelques années, bien sûr. Alors il y a l'éolien, etc., le photovoltaïque, tout ça c'est plutôt pas mal, mais évidemment ce n'est pas l'unique solution. Je pense que ça passe par un mix. Commençons donc par Jean-Luc Mélenchon, 0826 300 300. Elisabeth Lévy, vous avez entendu l'édito de Françoise de Gois tout à l'heure, à 8h moins 10. J'ai failli faire demi-tour, je dois dire, on m'avait bien déprimé, chère Françoise. Eh bien parce que Françoise, non mais je vais pas répéter ce qu'a dit Françoise. Non mais quand même, les auditeurs n'étaient pas là, forcément. Elle a rappelé d'ailleurs que ça n'était évidemment qu'un sondage, et que c'est vrai que les gens qui sont les favoris un an avant la présidentielle sont pas souvent élus, ou pas toujours. Il n'empêche, ce que vous venez de me dire, il avait jamais été aussi haut avant un an de la présidentielle, m'inquiète, mais surtout, ce que ça veut dire, et vous en avez parlé Françoise, c'est que l'antisémitisme, la haine de la police, la violence en politique, la volonté assumée de bordéliser, je les cite, et l'Assemblée et la vie politique, tout ça. Mais s'ils veulent ça, c'est pour changer le pays. Non, mais après qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'accord, mais tout ça, excusez-moi, l'antisémitisme, par exemple, non, ça pas l'antisémitisme, bordéliser. Ça pourrait dissuader les électeurs. Ouais. La haine de la police, quand voilà. Donc Françoise, moi c'est ça qui m'inquiète encore plus qu'un score qui aujourd'hui est ce qu'il est, mais on verra bien après la campagne. Cela dit, c'est vrai, c'est probablement le meilleur politique de la bande. Alors. Voilà. Bien sûr, c'est le meilleur en campagne. Mais c'est dans le niveau, si vous voulez. C'est pas simplement qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, mais quand vous voyez le niveau général, à gauche comme à droite, de la classe politique, quelque chose de très artificiel, presque d'intelligence artificielle, qui est la campagne de Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, qui, à mon avis, se trompe de combat. Pourquoi, c'est-à-dire? Parce que quand on fait un livre qui est un livre programmatique, et qu'on l'écrit et qu'on le titre, nous avons encore envie, ça veut dire qu'on se trompe, on cherche un peu du désir d'avenir, etc. Mais c'est quasiment un titre pour un romancier. C'est étonnant. C'est un titre pour un romancier. Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous en pensez de ce titre? Françoise va poursuivre. Oui, nous avons encore envie. Nous avons encore envie. D'accord, je trouve ça bon. Et alors, je vais vous dire, je trouve le titre comme ça un peu cucu, parce que on est un peu au-delà de l'envie aujourd'hui. J'en ai marre qu'on m'explique que machin suscite pas le désir. Bon, c'est pas un concours de beauté. D'un autre côté, Françoise, vous êtes un peu injuste, car vous pouvez pas juger l'ensemble de la campagne de Raphaël Glucksmann sur le titre d'un livre. Enfin, j'ai lu le livre en question. Bien sûr, je l'ai lu ce week-end. Bien sûr, je l'ai lu ce week-end. Oui, c'est vrai. Donc, moi je pensais que vous aviez eu les bonnes feuilles. Non,
il n'y a pas les bonnes feuilles. J'ai tout lu. J'ai lu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien d'indigne, si vous voulez. Ça n'a rien d'indigne. Mais en face, vous avez un animal politique à nul autre pareil. Chacun le sait. Et c'est véritablement ça le problème. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de passer par pertes et profits vraiment l'antisémitisme. L'antisémitisme, vous savez, je parle de ma fenêtre. C'est une notion qui a toujours été une ligne de démarcation à gauche dans le pays, mais à gauche depuis l'affaire Dreyfus. Et véritablement, il y aurait un retournement historique si Jean-Luc Mélenchon pouvait se maintenir à ces niveaux-là avec tout ce qu'il a fait depuis 7 octobre. 0826 300 300, c'est Julien. C'est pas trop embarrassé de l'antisémitisme d'Hitler. Pardon de vous le dire. Elisabeth, Julien, 0826 300 300 est avec nous. Bonjour Julien. C'est ce que je dis. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs. Oui. Bonjour. Qu'en pensez-vous Bonjour. Moi, pour Mélenchon, sincèrement, il me dérange cet homme-là. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà affaire à quelqu'un qui joue un rôle en permanence. Chaque période électorale, à chaque fois, il adoucit son image, il change le ton. Oui. En plus, il essaye d'être rassembleur, mais dès qu'on gratte un peu, on trouve la même chose, brutalité, excessivité, dans la manière de parler aux gens et faire de la politique. Ça me plaît pas trop. Moi, je vois quelqu'un de très radical sur le front, avec une vision qui est quand même très conflictuelle, je trouve. J'ai l'impression qu'il est en quête de pouvoir, quitte à flatter certaines catégories pour avoir fait un calcul politique. Ouais. Donc voilà. Moi, il y a un vrai problème de sincérité quand j'entends certaines mises en scène sur son histoire personnelle ou certaines déclarations très émotionnelles. Je ne vais pas rentrer plus dans le vif du sujet, on sait tous. Et j'ai pas le sentiment qu'il construit un récit politique pour dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Je pense que dans ce sondage médiatisé, quoi. Oui. Julien, restez avec nous. Dans ce sondage, vous l'avez regardé, Françoise, il apparaît quand même aux yeux, en tout cas des gens qui le placent aussi haut, comme sincère et authentique. Sincère et authentique, bien sûr, mais ça c'est la force de Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai coutume de dire que personne ne parle aussi bien au moi profond de la gauche que Jean-Luc Mélenchon, et même au moi de ce pays. C'est-à-dire quand vous entendez Mélenchon en discours, il fait des discours juste assez souvent extraordinaire, de généralité bien avant. Et en fait, c'est le type, vous vous retrouvez à Valmy, vous vous retrouvez en un rien de temps, vous êtes le sans-culotte de Valmy, vous êtes le type qui a pris la Bastille, il arrive, si vous voulez, à exhorter le plus beau de l'histoire. Et ça, c'est un problème, parce que je suis d'accord avec notre auditeur, tout ça est de la rouerie. Rouerie. Oui, non, mais vous avez raison, il faut rappeler aux gens que derrière le sans-culotte de Valmy, il y a le guillotineur qui arrive de la terreur. Le père Duchesne. Et Jean-Luc Mélenchon adore Robespierre, mais Françoise et notre auditeur ont mis la main sur quelque chose de très important, c'est que à chaque élection, c'est pas seulement qu'il adoucit. Il sait, contrairement au reste de la gauche, que pour parler au populo, il faut sortir le tricolore. Et en réalité, lui, qui passe son temps à combattre la nation telle qu'elle est, à chaque élection, il ressort le drapeau, le bonnet phrygien, le drapeau, la Marseillaise et tout le sous-team. Mais au moins a-t-il compris ça? Alors que la gauche, un des crimes ou une des fautes, de la gauche, parce qu'elle a tué personne avec ça, c'est d'avoir abandonné la nation, Françoise. Ségolène Royal avait repris la nation et elle en a pris plein la patate en 2007. Elle avait repris l'ordre juste, la nation, le drapeau. L'ordre nouveau, c'est l'extrême droite. C'était un clin d'œil volontaire, je disais. C'est l'ordre juste et elle avait été traitée de fasciste d'ailleurs. Je me souviens, elle avait été traitée par Jospin de Marcel Déat parce qu'elle parlait de l'ordre juste, qu'elle faisait chanter la Marseillaise dans ses meetings et qu'elle avait le drapeau français partout. Jospin, elle avait comparé à Marcel Déat. Oui, il l'avait comparé à Marcel Déat. C'est intéressant. Le fait que Jospin, c'était quand même une figure de la gauche. Tu parles de la France, tu parles d'ordre, hop, t'es un facho et un collabo. C'est quand même incroyable. Julien, pour conclure, avant de prendre Robert qui est à Marseille, qu'est-ce que vous en dites alors? Julien. Julien. Vous m'entendez? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais Julien, avant de prendre Robert, ce que je disais à John, on va enchaîner. Mais Julien, pour conclure de votre côté, Mélenchon, donc c'est son combat, quoi, en fait, aussi. Lui, quand il y a des présidentielles, hein. En fait, c'est ça. C'est juste, pour moi, il joue un rôle et il veut bordéliser le débat public parce que, pour moi, il a les dents qui raillent le parti. Il veut à tout prix le pouvoir et il fera ce qu'il faut pour y arriver. C'est tout. C'est un homme dangereux, il faut s'en méfier. En plus, en tant que policier, je vous garantis que je vois pas ça d'un très bon œil parce que déjà que le travail est difficile. Donc, si en plus on n'a plus aucun pouvoir au niveau policier, au niveau politique, au niveau judiciaire,
ça sert à rien, autant changer de métier et puis on laisse la France partir à volo et voilà. Donc je pense que c'est un homme dangereux, il faut vraiment faire très attention à ce qu'il dit ce monsieur et à ce monsieur lui-même. Bon, merci en tout cas pour votre témoignage. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Est-ce que vous estimez au contraire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui peut s'imposer et en donner des couleurs à la France? Et il propose une 6e République, etc. Non mais moi je pose toutes les questions, non, bien je suis sûr. pas d'accord. Vous êtes... Bien sûr. Il me fait peur, sincèrement, c'est un homme qui me fait peur. Bon, merci Julien. Robert est avec nous. Bonjour Robert. Merci. Bonjour, bonjour Robert. Bonjour. Oui. On vous prend dans un instant, Robert. Vous nous direz aussi ce que vous en pensez, bien sûr, et puis nous poursuivrons le débat. Et il y a cette autre question dans l'actualité, bien sûr, avec l'appel du pape. Est-ce que vous avez peur, pas de Jean-Luc Mélenchon, mais de l'intelligence artificielle demain? Est-ce qu'on peut s'en passer? Comment faire? On peut pas s'en passer, puisqu'elle est déjà là autour de nous depuis des années. On est passé pendant des siècles. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, enfin bon. Allez, 8h46 sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 7h10. Patrick Roger. Il est 8h48 sur Sud Radio. Je rappelle que vous avez quelques minutes encore pour jouer. Le parc Astérix, ça vous tente en famille, 4 personnes, etc. dans ce beau parc avec beaucoup de sensations, etc. Tous ces jeux, vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS et il y aura un tirage au sort pour aller au parc Astérix. Robert est avec nous de Marseille, toujours. Rebonjour Robert. Nous parlions de Jean-Luc Mélenchon parce que il est très haut dans un sondage Odoxa. À un an de la présidentielle, Françoise de Gois, il est à 16%. Françoise de Gois nous le disait tout à l'heure dans son édito. Il n'a jamais été aussi haut à un an de la présidentielle. Et après, lors des présidentielles, il termine beaucoup plus haut. Qu'en pensez-vous, mon cher Robert ? D'ailleurs, bonjour à Elisabeth, bonjour à François. Bonjour Robert. Patrick. Ouais. Écoutez, moi, je trouve que comme Julien, il est extrêmement dangereux. Voilà. Il est dangereux pour la France, il est dangereux pour la République, parce que sous ses bonnets, ce sont un petit peu des bonhomme de chemin, là, il fait dire, ah, c'est bien, nous allons vous sauver, vous allez voir. Et puis, quand il était jeune, il se revendiquait de Santerre. Et si vous savez pas ce qu'il est Santerre, c'était un révolutionnaire qui était vil et escroc. Vous voyez? Ah oui. Oui, Santerre, oui. Non, mais bon, la comparaison, vous y allez fort. Voilà, non, mais c'est la vérité, hein. Parce que Santerre, c'était illustré en Vendée en essayant de gazer le terrain pour qu'il soit plus exploitable. Vous voyez, pendant la Révolution. Donc, vous voyez, c'est un genre de personnage. Ils ont été obligés même de le retirer. C'était un général de compagnie et c'est illustré dans divers trucs comme ça, comme pour la décapitation du roi Louis XVI, il l'empêchait de prononcer ces derniers mots. Ouais. Bon. Alors, donc, non, mais vous êtes quand même pessimiste, hein, mon cher Robert, hein? Non? Ah non, mais je suis pas pessimiste, moi je suis inquiet. Surtout très inquiet. Ouais, oui, mais je suis très inquiet parce que moi je suis de la gauche. Ouais. Mais pas de cette gauche-là. Vous êtes pour quelle gauche? Là, aujourd'hui, qui incarne votre gauche, mon cher Robert? Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis une gauche souverainiste, moi. Oui. Mais c'était par exemple un peu Chevènement. Jean-Pierre Chevènement à l'époque. De Françoise. Non. Oui. Attendez. Au sel de Onfray. Qui? Onfray. Onfray. Ouais. Ouais, mais il y a bien longtemps qu'il est plus de gauche, mon cher Robert. J'en sais rien. Il dit toujours qu'il est de gauche. Il peut dire ce qu'il veut. Et moi, je suis archevêque, en fait. Ouais. Écoutez, il est peut-être de gauche, mais vous n'êtes pas de gauche, vous non plus. François, parce que la social-démocratie, en 2005, il nous a écrasés. Moi, j'étais pour le non au référendum, hein, je vous rappelle. Oui, non, mais enfin, je parle de la social-démocratie, je ne vous parle pas de vous. Ah oui, d'accord. Je vais vous réconcilier, vous savez, on peut très bien vivre sans être de gauche. Hein. C'est intéressant. Robert, je vous demanderai juste, autour de vous, les gens comme vous, plutôt de gauche souverainiste, aujourd'hui, pour qui ils votent depuis quelques années? Est-ce qu'ils s'y retrouvent ou pas, Robert? Non.
Non, parce que... Donc ils vont même à droite, alors peut-être, non ? Écoutez, moi, si j'avais à voter au deuxième tour entre Mélenchon et le Rassemblement National, je serais tenté de voter pour le Rassemblement National. En tant qu'homme de gauche. C'est choisir entre la peste et le terrain, si vous voulez. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, merci de votre réflexion. Oui, et puis, vous savez, mon cher Robert, nous arrivons à la fête des mères. Comme vous prenez la parole, eh bien, nous vous offrons des ballotins de chocolat grâce à Jeff de Bruges. Voilà. Vous allez repartir. Voilà. Donc vous allez pouvoir repartir avec ça. C'est vachement bien, Robert. Bravo ce que vous dites, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Patrick à la fin de mon édito. On va avoir une présidentielle où on va avoir des réflexes de vote complètement dingues qu'on n'a jamais vus. On entend Robert qui est de gauche, qui dit entre Mélenchon et Bardella, finalement, moi j'irai sur Bardella. Vous avez des gens social-démocrates un peu rose vif qui vont dire, moi je ne choisis pas, je m'abstiens. Vous allez avoir des gens qui vont dire, moi je vote directement pour le candidat de droite du premier tour pour empêcher cette affiche Mélenchon-Bardella. Je pense qu'on va avoir des réflexes de vote car les électeurs maintenant sont stratèges. Françoise a raison, mais du coup ça rend les plans sur la comète et les prédictions encore plus hasardeuses. C'est vrai. Bon, d'un mot, Gabriel Attal là, qui s'est lancé, vous y croyez? Mais pas Chirac qui veut. C'est juste ça. C'est pompé sur Jacques Chirac, c'est mal fait. Moi, je trouve que c'est faire en 2026. Mais je crois pas du tout que ça soit la modernité. Je pense que, en plus de ça, Édouard Philippe et Gabriel Attal, Pierrot vaut pas mieux que Margot. C'est-à-dire que j'ai beaucoup tapé sur la gauche en disant qu'elle est dépenaillée, elle sait pas s'organiser. Mais je pense que Attal et Édouard Philippe se stérilisent tous les deux. Moi, je pense que Françoise vient de dire la plus grande vacherie, en peu de mots avec. N'est pas Jacques Chirac qui veut, et j'ai appris une expression. C'est une vieille expression de Margot. Pierrot, vaut pas mieux que Margot, vous connaissez ça, c'est une vieille expression française. Quand même, un mot aussi, on y reviendra sur la politique, parce qu'on va avoir le temps, en tout cas. Je crois qu'on y reviendra. Non, mais alors, ce matin, vous avez voulu, Elisabeth Lévy, dans votre édito, revenir sur le pape. Cet appel à désarmer l'intelligence artificielle. Est-ce que vous-même, l'intelligence artificielle, elle vous inquiète ou pas? Oui, enfin, comment dire, ça m'inquiète et ça me fascine. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai essayé de vous dire très modestement, au-delà des aspects technique, ça permet de lire des radios, de faire des tas de trucs mieux que l'homme, parce que c'est tout simplement du traitement de plein de données. La question, c'est est-ce que nous avons créé de la vie? Parce que moi, là où j'ai commencé quand même à trouver la blague un peu moins drôle, c'est quand on m'a expliqué que ces machines apprenaient toutes seules. Donc, ça elles apprennent toutes seules à partir de ce que quand on les nourrit, c'est à la fois passionnant et c'est sûr que nous sommes tous, surtout à nos âges en tous les cas, on n'est pas né dedans, et la question de maîtriser cela, pour moi personnellement, m'inquiète. Donc j'essaie de m'y mettre. Moi, j'ai beaucoup aimé votre édito, parce que je pense en plus que Léon XIV a eu tout à fait raison de faire une encyclique là-dessus. C'est un bon sujet. C'est un très bon sujet. J'ai adoré, parce qu'en fait, vous nous expliquez qu'elles se reproduisent elles-mêmes, ces machines, si j'ai bien compris votre propos. Et voilà, je suis assez d'accord. Vous pensez que les solutions de Léon XIV sont un peu bêtasses, mais je suis bêtasse. Je suis un peu ravi de la crèche. Je pense vraiment que c'est ça. Maîtriser l'intelligence artificielle, c'est maîtriser ceux qui la finance en réalité. Voilà, d'accord, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une pétition de principe. Il ne nous dit pas comment on va réussir ce prodige. Et attention, je n'aurais pas dit bêta, Moi, à propos du pape. J'ai dit que c'était un peu des lieux communs. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que le pape a raison? Je vous rappelle que selon l'infaillibilité pontificale, le pape a toujours raison. Je sais pas comment vous osez poser ce genre de questions, Patrick. Moi, j'ai aucun problème à poser ces questions. Alors là, aucun problème. Face à toutes les religions, pour poser en fait toutes les questions qu'elles dérangent ou pas, bien sûr. Et sur l'intelligence artificielle, c'est un sujet effectivement majeur, parce que il y a beaucoup d'incertitudes derrière sur l'ensemble en fait des développements, sur la maîtrise et bien sûr sur le poids de l'Europe et de la France, parce qu'on parle souvent de l'effondrement de notre continent européen. C'est probablement par ça qu'il peut passer. Alors il faut faire des girondes numériques, mais Patrick,
Patrick, il y a un sujet qui est le plus important, à mon avis, à terme, c'est le poids écologique de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Ce que l'intelligence artificielle, les fermes de serveurs consomment en termes d'eau, quand vous savez que dans quelques années, l'eau potable va inévitablement être rationnée, c'est dramatique. Ça, c'est un vrai sujet. À travers la recherche et l'intelligence artificielle, on peut trouver aussi des solutions. Sur l'eau, en tout cas, personne ne sait fabriquer de l'eau, malheureusement. C'est ça le sujet. On peut dessaler, ça vaut une fortune. Donc, mais il y a un sujet. Oui, mais moi, je vais fabriquer de l'eau, les amis. Tu vas suer dans la chaleur. La vérité en face, évidemment. Et il en sera question d'intelligence artificielle avec Laurent Alexandre, qui sera l'invité de Jean-François Achilly. Ce sera tout à l'heure à 9h30. Vous pouvez continuer de témoigner sur l'ensemble des sujets. L'électrification de la France, vous y croyez ou pas? Est-ce qu'on est en retard, en avance? Est-ce qu'on a nos chances? Ça fait partie des sujets du jour. Vous pouvez commenter. Est-ce que vous croyez à une France toute électrique demain? 0826 300 300.